Voici Louis-Philippe Brûlé. Deux sujets ce midi avec le microbiologiste Patrick Filion, qui est aussi, vous le savez, professeur au Cégep de l'Outaouais. On va commencer par les cas de coqueluche chez les enfants qui se multiplient présentement au Québec. Salut, Patrick. Salut, LP. Alors, un petit cours coqueluche 101. J'avais quasiment l'impression que la coqueluche, c'était une maladie d'une autre époque quand moi, j'étais enfant. C'est pas le cas et c'est d'ailleurs une maladie très contagieuse. Oui, c'est une maladie très contagieuse, LP. En fait, c'est une bactérie qui va affecter les voies pulmonaires. Donc, cette bactérie-là, elle a comme des petits velcros, des petits poils dessus. Puis elle va s'accrocher à nos cils dans nos voies respiratoires. Donc, ces cils-là, leur job, c'est de repousser les poussières, etc., que l'on inspire. Donc, quand on tousse, on expulse ces poussières-là. Mais là, les bactéries ne se laissent pas expulser, elles vont s'accrocher. Donc, le corps, c'est souvent les enfants qui ont cette maladie-là, on va tousser. Mais là, les bactéries font du rodéo sur nos cils respiratoires puis ne se décrochent pas. Puis ça peut finir par être vraiment très problématique pour l'enfant. Qui va avoir de la difficulté donc à dormir, avoir de la difficulté à manger, et il peut y avoir des complications très graves d'une infection comme celle-là. Donc, on parle de problèmes au niveau du cerveau, puis malheureusement, dans certains cas, puis rares cas quand même, là, on parle de décès. Donc, c'est quand même une maladie importante, puis comme tu le disais, qui est très contagieuse. Donc, si on a une population qui est vulnérable, donc généralement les jeunes enfants, que ce soit dans les services de garde, les écoles, puis qu'il y a peu de gens qui sont vaccinés, bien, cette infection-là peut se propager très rapidement dans une classe ou dans une école. Oui. Pourquoi ça touche davantage les jeunes enfants? Est-ce que c'est parce qu'ils toussent moins fort, donc moins capables d'expulser la bactérie en question? Bien, c'est je veux dire, la robustesse du système immunitaire aussi. Là, quand on parle des enfants là, de 0 à 2 mois, là, donc, tu sais, on ne connaît pas la vie, donc tous les micro-organismes qui nous infectent peuvent causer des dommages un petit peu plus importants. Donc, chez les très jeunes enfants, donc surtout les 0 à 2 mois, les complications peuvent être graves, mais depuis plusieurs années, ce qu'on fait au Québec, c'est intéressant, LP, là, on peut vacciner les mamans pendant qu'elles sont enceintes. Donc, la mère produit des anticorps et pendant la grossesse, ça c'est vrai là, pour tous les anticorps que la mère produit, elle va en transmettre via le placenta à son enfant. Donc, en vaccinant la maman, le bébé de 0 à, on va dire 2 à 4 mois va recevoir les anticorps de sa mère avant la naissance. Puis, si la mère allaite, elle va lui en transmettre par le lait maternel aussi. Donc, ça devient une protection passive pour le bébé, donc c'est les anticorps de la maman qui lui sont transmis. Mais ça va aider l'enfant justement de 0 à 2 mois et par la suite à 2 et 4 mois, l'enfant peut lui-même recevoir ses propres vaccins, donc produire sa propre réponse immunitaire. Oui. Là, une des hypothèses, c'est que pendant la pandémie, peut-être qu'il y a eu moins de vaccins coqueluches, autant chez les mamans que chez les jeunes enfants, pour toutes sortes de raisons, des bonnes puis des moins bonnes. Oui, ben, il y a le phénomène, disons, de résistance à la vaccination, donc les gens qui... pour diverses raisons, n'y font plus ou moins confiance, donc il y a moins de gens qui sont vaccinés. Il y a eu aussi le fait que justement on vive cloisonné chez soi, donc avec le confinement et la COVID et tout ça. Donc on a poursuivi les vaccins, donc il y aurait un retard au niveau de la vaccination. Donc c'est pour ça qu'on verrait peut-être plus d'enfants, puis on le voit beaucoup là, chez on va dire les 4 à 6 ans qui sont infectés. Donc il y a peut-être un petit effort à faire de ce côté-là pour s'assurer que la couverture est adéquate pour éviter justement les complications chez les jeunes enfants, parce qu'on ne veut pas ça. Là. Mettons que mon enfant est rendu à 4 ans, exemple, puis il n'a pas eu le vaccin parce que on l'a oublié pendant la pandémie. Il n'est pas trop tard, je présume? Non, il n'est jamais trop tard, en fait. Si vous savez que vous avez un retard là-dessus ou quoi que ce soit, donc allez à la clinique, c'est un vaccin qui est gratuit, là, offert aux enfants, puis c'est un vaccin qui contient plusieurs souches bactériennes et virales, là, donc on reçoit une espèce de tout inclus là, pour diverses infections. Donc il n'est jamais trop tard parce que une fois que l'enfant a l'infection, c'est plus le temps de penser au vaccin. Puis LP, je ne veux pas faire peur aux parents, puis j'aime pas ça faire ça non plus, là, mais allez sur Google, sur YouTube, puis allez chercher une vidéo sur la coqueluche ou pertussis en anglais, là. Allez voir un enfant qui souffre de ça, c'est épouvantable. La toux est continuelle. Il paraît que la toux de la coqueluche a un son très particulier, Patrick. Oui, donc tu tousses, puis quand tu finis par pouvoir prendre une inspiration, tu vas avoir une inspiration qui va être sifflante, puis ils appellent ça le chant du coq, puis là, tu m'excuseras, LP, j'ai pas pratiqué mon chant du coq pour vous faire ça ce matin, là. Mais c'est une toux qui est vraiment particulière, donc ne serait-ce qu'à l'audition, les médecins vont pouvoir la reconnaître. Mais vous ne voulez pas attendre que votre enfant ait cette toux-là parce que c'est quelque chose d'assez épouvantable. Je regarde une vidéo avec mes étudiants chaque année, LP, puis il y a
30 secondes entre 2 inspirations chez l'enfant. Là. Essayez de retenir votre souffle pendant 30 secondes, toussez, puis là, vous prenez une petite inspiration sifflante. C'est vraiment pas quelque chose qu'on souhaite à un enfant ou à personne. Là. Donc, un vaccin. Puis le vaccin, là, encore une fois, tu sais, les gens, là, on a tous vécu la COVID, on a trouvé ça plate, les vaccins qui étaient, disons, peut-être pas efficaces autant qu'on le voulait, mais la coqueluche, ça a fait ses preuves. C'est un vaccin qui a des, je sais pas moi, des dizaines d'années d'utilisation sans problème. Donc, c'est un vaccin qui a fait ses preuves. Donc, protégez vos enfants là, pour éviter une infection comme celle-là. Dernière question. Une fois qu'on réalise qu'on a ou que notre enfant a la coqueluche, est-ce qu'il y a quand même des traitements, Patrick? Là? Parce que, bon, là, tu as parlé des pires cas, là. Ça peut infecter le cerveau, ça peut même, malheureusement, dans certains cas, aller jusqu'à la mort, mais il y a quand même certains traitements, je suppose? Absolument. Là, on parle d'infection bactérienne, donc des antibiotiques peuvent être utilisés. Donc, c'est sûr que avec, disons, les avancées de la médecine, les traitements qui peuvent être administrés aux enfants, les décès vont être quand même extrêmement rares. Il faut vraiment que l'enfant là, soit gravement affecté puis qu'il y ait soit des surinfections ou des complications rapides, mais normalement, avec une bonne antibiothérapie, l'enfant là, va bien s'en sortir. Donc, oui, fait qu'amenez vos enfants chez le médecin, les tests qui vont être faits, puis l'antibiothérapie devrait faire le travail. OK. Un autre sujet que j'ai vu récemment, bon, s'il y a des gens qui mangent, là, c'est pas très ragoûtant, mais bon, c'est important d'en parler. Plusieurs membres d'une famille du Minnesota aux États-Unis ont été infectés par des vers au cerveau après avoir mangé de la viande d'ours. La viande qui était infectée par des œufs et des larves de parasites dormants. La viande a été cuite, mais pas suffisamment pour tuer le parasite qui s'appelle, le nom scientifique, là, Trichinella nativa. Ça, c'est pas la même chose qu'un ver solitaire, là. Non, absolument pas. C'est 2 espèces différentes. Le ver solitaire, c'est ce qu'on appelle un ténia. Donc, lui aussi, on pourrait le contracter, le ver solitaire, en mangeant de la viande de porc ou de la viande d'ours. Mais pour celui dont tu parles, la Trichinella, le ver va vraiment aller s'enquister, donc va aller s'insérer dans les muscles. Donc, nous, quand on mange de la viande, on mange le muscle de l'animal. Donc, le ver, ses œufs ou ses larves peuvent se retrouver dans les muscles. Et si on ne fait pas cuire la viande suffisamment, donc on ne dépasse pas, disons, le 71 degrés Celsius, ça se peut que les larves soient encore vivantes. Donc, quand on les ingère, le parasite, donc, résiste, survit, disons, à notre digestion, atteint notre tube digestif, puis va quitter l'intestin, atteindre le sang, puis d'autres régions du corps, entre autres le cerveau. Puis encore une fois, c'est dans les pires cas. Mais ce ver-là, c'est un ver qu'on peut retrouver dans la viande de porc, quoique au Québec, il y a beaucoup de tests qui sont faits justement pour éviter ça. Mais dans la viande de gibier, que ce soit les ours, sangliers, puis là, moi, je pense à un de mes chums qui a justement abattu son premier ours il y a quelques semaines. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que ce sont des animaux sauvages, puis il faut s'assurer justement que la viande que l'on consomme est bien cuite parce que vous ne voulez pas vous ramasser avec un petit ver intestinal ou un ver, dans ce cas-ci, qui va même atteindre votre cerveau. Puis une fois qu'un ver atteint le cerveau, ça commence à être très critique parce que les traitements vont être plus difficiles. Là. Les médicaments ont de la difficulté à atteindre le cerveau, donc il faut... on peut profiter de notre viande d'ours, là, puis ceux qui ont eu la chance d'en manger, là, vous l'appréciez sûrement, mais faites bien cuire votre viande, puis évitez les contaminations croisées aussi, parce que dans la famille dont tu parlais, il y a des gens qui n'ont pas consommé la viande d'ours, mais par contamination croisée, l'ont mangé des légumes ou quoi que ce soit qui était en contact. Dans la même poêle, exemple, on a cuit d'abord la viande d'ours et ensuite des légumes. Il y en a qui ont mangé juste les légumes puis ils ont été contaminés quand même. Est-ce que c'est l'exception des exceptions ou ça peut arriver plus souvent qu'on pense, ça, Patrick? C'est quand même très rare. Puis le fait que ça ait atteint aussi le cerveau, LP, là, je pense que c'est plate à dire, cette année-là a eu toutes les malchances possibles. Donc, le ver ou les larves du ver ont survécu de 1. De 2, qu'il y a eu une infection au niveau du cerveau, parce que généralement, ça va être plus soit au niveau du tube digestif, au niveau des muscles comme tels. Donc, eux, ils ont eu la totale. Donc, sans devenir, aller dans l'extrême et dire que tout le monde qui mange de la viande d'ours va souffrir de ça. Non, on n'est vraiment pas là. Mais c'est quand même, on va dire, un rappel pour les amateurs de chasse ou les amateurs de viande qui profitent de leurs amis chasseurs pour en manger. Oui. Mais ici, la viande de chevreuil et d'orignal est plus populaire là, que l'ours. Il y en a qui en mangent de l'ours. Est-ce que la même chose pourrait arriver avec un chevreuil ou un orignal? Les chevreuils et les orignaux sont peut-être moins porteurs. Les orignaux, peut-être, oui. Mais il y a quand même possibilité qu'il y ait d'autres types de parasites. Si on parlait de vers solitaire, donc c'est pas impossible. Donc,
dès qu'on parle de viande sauvage, de viande que l'on on récolte suite à notre chasse, il faut vraiment faire attention à s'assurer une bonne cuisson. Peut-être faire des tests aussi. Quand vous amenez votre animal là, chez le boucher ou quoi que ce soit, il y a des tests qui peuvent être faits là, pour s'assurer que la viande n'est pas contaminée à un trop haut niveau. Okay. Et comme je disais, LP, c'est vraiment des cas un petit peu plus rares, là, ce qu'on a vu au Minnesota, surtout qu'une famille en entier a été infectée. Oui, parce que moi, en terminant, je connais beaucoup de monde qui pense que c'est moins grave de ne pas faire cuire autant les viandes sauvages parce que ça passe pas dans des abattoirs commerciaux. J'en connais qui font des hamburgers presque saignants et qui se disent c'est pas grave, ça passe pas dans un abattoir comme du bœuf haché à l'épicerie. Alors, ça nous rappelle cette histoire-là qu'il faut être prudent, là. Oui, parce que quand on parle de bœuf haché, on parle souvent de E. coli. Donc, dans les abattoirs, puis écoute, LP, moi, j'ai travaillé dans un abattoir chez Olimel là, dans mon jeune temps, là, une job d'étudiant. Puis, tu sais, veux pas au nombre d'animaux souvent qui sont abattus, donc il peut y avoir des matières fécales qui se ramassent sur la viande. Donc là, on parle souvent de contamination bactérienne. Donc là, on ne fait pas cuire suffisamment notre bœuf haché, puis là, on a un petit problème digestif. Dans la viande sauvage, on peut avoir des parasites, on peut avoir des protozoaires, des vers, des bactéries aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer, disons, la quantité de micro-organismes qui pourraient se retrouver. C'est peut-être pas la même réalité que dans un abattoir, parce que là, tu peux avoir une contamination à plus grande échelle. Oui, mais même si vous avez abattu vous-même votre chevreuil, il faut quand même être prudent. Il ne faut pas jouer avec le feu non plus, là. Non, c'est ça, effectivement. Mais encore une fois, on pourrait en manger toute notre vie puis être correct. On pourrait manger du poisson cru puis être correct toute notre vie. Les sushis que nous, on mange, il n'y a pas de parasites souvent dedans parce que le poisson a passé par un cycle de congélation. Donc, la congélation tue les parasites, les protozoaires et les vers. Mais je ne suis pas sûr si moi, j'allais, je sais pas moi, dans une région du monde X puis que je mangeais des sushis d'un poisson qui est directement sorti de la mer. Mais là, je m'expose à une infection. Tandis qu'ici, souvent, notre poisson, comme je le dis, a été congelé. Donc, il y a des façons de contrôler la quantité de micro-organismes dans les aliments. Mais bon, la viande sauvage, encore une fois, moi, j'en profite par des amis, des parents qui sont chasseurs. Mais on s'assure de soit bien la faire cuire ou qu'il y a des tests qui ont été faits sur la viande pour s'assurer qu'on ne mange pas n'importe quoi. Merci beaucoup, Patrick. C'est bien apprécié. Des conseils importants. Ça fait plaisir, LP. Bonne journée. À la prochaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.